Alors, la collapsologie se définit comme ses auteurs, c'est-à-dire Pablo Servigne et Raphaël Stevens, l'ont défini en 2015. Ils ont créé ce concept. Ils ont appelé ça comme le champ d'étude de l'effondrement des sociétés industrielles et de ce qui pourrait lui succéder. Donc, la collapsologie s'intéresse à l'effondrement des sociétés industrielles, Est-ce précisément. que c'est une prédiction voilà, comme parfois des économistes font des prédictions sur ce qui peut arriver, est-ce que c'est dire, voilà, nous on vous prédit que ça va se passer comme ça, ou est-ce que c'est le champ d'étude de ce qui pourrait se passer si ça se passait, mais sans forcément avoir la conviction que ça va se passer comme ça? Alors, c'est bien un champ d'étude. Donc, c'est bien des analyses, des questionnements, des réflexions avec une démarche scientifique, parfois plus ou moins prospective, mais ça reste des hypothèses et ce n'est pas des prédictions de ce que sera l'avenir. Cependant, la collapsologie et de manière générale l'étude des possibilités d'effondrement cherche à comprendre comment fonctionne notre société, quels sont ses principes de soutenabilité, qu'est-ce qui sous-tend notre mode de vie et quelles sont ses fragilités. Et en l'occurrence, notre analyse est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de haute vulnérabilité et que nous faisons face à un risque majeur d'effondrement. En quoi est-ce que c'est une science, ou en tout cas ça sonne comme une science, la terminologie OJ justement, par rapport à ce qu'on pourrait qualifier de prophètes de mauvais augure, de gens qui prédiraient la fin du monde depuis la nuit des temps, il y a des gens qui prédisent que tout va s'écrouler. Qu'est-ce qui fait la différence avec la collapsologie? La grande différence avec la collapsologie, alors je qualifierais pas la collapsologie de science à proprement parler, parce que c'est pas, elle répond pas au processus habituel de la production scientifique qui se fait dans des revues à Hmm. comité de lecture, revues par les pairs, qui testent des hypothèses, etc. Là, c'est Par contre, relatif à l'opinion? C'est de l'opinion? mais justement, on est dans une zone un peu mixte, une zone grise, où on se base sur des faits scientifiques, c'est-à-dire le réchauffement climatique, les systèmes économiques mondiaux, les études scientifiques sur la destruction du vivant. Et à partir de cette base-là, on constitue des hypothèses qu'on essaye de vérifier, on fait des réflexions sur l'avenir de la société. Donc c'est un domaine de recherche qui se base sur de la science, mais qui aboutit à de la production qui relève, pour moi, plus de l'ordre de l'opinion ou peut-être même de la politique. Explique-nous qu'est-ce qui vous permet, vous, de penser que tout va s'écrouler. Est-ce que c'est financier ou est-ce que c'est beaucoup plus vaste que ça dans les théories que vous déployez? En fait, dans l'analyse de notre société et de ses vulnérabilités, on remarque que l'une des causes principales de notre théorie, enfin nos théories entre guillemets, c'est l'interconnexion totale des grands systèmes mondiaux. À la fois le système alimentaire, le système de santé, comme on le voit aujourd'hui avec les pénuries en chaîne, les systèmes, par exemple, de communication numérique, etc. Et les systèmes énergétiques surtout. Donc, de ce point de vue-là, on sait que si l'un de ces systèmes faillit, pour une raison X ou Y, d'une catastrophe environnementale par exemple, l'ensemble des autres systèmes en est affecté, ce qui peut résulter en des grandes catastrophes. Une Mais catastrophe comme est-ce celle qu'on qu'on peut vit pas voir aujourd'hui. le prisme exactement de manière inverse? Par exemple, Internet est un réseau résilient. Il est mondial et il est performant parce que tout est connecté. Et donc justement, s'il y a une partie du réseau qui tombe, il y a forcément une autre partie qui prend le relais et donc c'est résilient. Pourquoi est-ce que vous estimez que cette mondialisation et cette interconnexion de tout est un danger alors qu'on pourrait le penser dans l'autre sens? L'interconnexion générale peut entraîner l'interdépendance. L'interdépendance est un facteur de vulnérabilité, au sens où si l'un des éléments de cette interdépendance faillit, l'ensemble des autres éléments en est affecté. Nous, ce qu'on propose, c'est de penser la solidarité, donc non pas forcément l'autonomie stricte, mais que chaque unité sociale, par exemple, puisse se débrouiller de manière à peu près autonome, de manière alimentaire et énergétique, par exemple, et puisse compter sur des échanges avec, entre guillemets, les voisins. Internet est un bon exemple, effectivement, résilient, si on s'intéresse, on va dire, uniquement à l'aspect fonctionnel qu'il a pour nous aujourd'hui. Cependant, lorsqu'on s'intéresse à l'aspect matériel, c'est-à-dire à la quantité de technologie très très importante qu'il faut pour soutenir ce système-là, c'est-à-dire les énormes câbles sous-marins qui traversent tous les océans du monde, c'est-à-dire les technologies
qui permettent d'avoir des milliards d'ordinateurs et de smartphones, ce sont des systèmes qui sont fragiles. À partir du moment où un des éléments qui rentre dans la composition de ces ordinateurs, etc. Donc c'est important de reprendre en fait cette maîtrise sur notre monde. Parce qu'aujourd'hui, on a complètement perdu. Ça veut dire que vous n'êtes pas contre une mondialisation, mais de penser une mondialisation avec des chemins alternatifs, avec une absence de dépendance, de concevoir un monde connecté, au sens des échanges et pas que de la technologie, mais de toujours avoir en tête que quand on se connecte à quelque chose, il ne faut pas en être dépendant. C'est ça le raisonnement, c'est pas de mondialiser, enfin pas interdire la mondialisation, pas la réduire, mais la concevoir différemment. Ça pose des difficultés ce que vous me dites là, parce que la mondialisation telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle est vraiment entièrement dépendante de flux massifs d'énergie fossile. Concrètement, toutes les infrastructures mondialisées dépendent du pétrole, du charbon et du gaz pas cher. Mais dont la production ne dépend pas que du même bloc. Il dépend à la fois d'une partie de l'Afrique, des Russes, des Américains qui sont devenus le plus gros producteur. Donc du coup, il est résilient en quelque sorte. Oui et non. Par exemple, on peut voir que si le pétrole américain s'effondre, ce qui est en train d'arriver à cause des prix très faibles du pétrole, les prix à la sortie de crise vont augmenter d'une façon tellement importante parce qu'il y aura une pénurie d'approvisionnement qu'on va se retrouver face à un monde entier qui sera incapable de se fournir suffisamment en pétrole, et ce qui va faire une grande période de dépression économique. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que l'énergie est à peu près, et encore on peut discuter, disséminée dans le monde, même si en Europe on n'a pas de pétrole, ou très peu, que c'est résilient. C'est pas forcément résilient, d'autant plus que la consommation d'énergie fossile augmente le risque d'exposition au changement climatique et aux catastrophes climatiques, ce qui nous pose un autre énorme problème. Donc mon problème, ma difficulté à dire que l'instrumentum, par exemple, soutiendrait la mondialisation, c'est qu'aujourd'hui, elle est beaucoup trop dépendante d'un apport monstrueux d'énergie fossile, et que dans ces conditions-là, c'est impossible pour nous de soutenir cette disposition-là. Par contre, on peut très bien imaginer augmenter notre relation aux autres de manière peut-être beaucoup plus physique, c'est-à-dire augmenter nos relations avec nos proches, avec nos voisins, avec nos amis qui vivent près de nous, et mécaniquement, finalement, diminuer notre connexion à des gens ou des personnes ou des institutions qui sont très lointaines. Ce serait finalement une sorte de démondialisation, mais qui serait conviviale au sens où nous sommes tous contents d'avoir des relations humaines, et ça pourrait permettre de les augmenter. Est-ce qu'une des conséquences heureuses, si on peut le formuler comme ça, de la mondialisation n'a pas été l'arrêt des guerres, pour les blocs les plus riches en tout cas, des guerres qui impactent directement les générations dont on fait partie. Nous, on n'a jamais été envoyés au front. Et est-ce que c'est pas un danger de se recroqueviller sur soi-même, parce que ça évite ces dépendances-là évitent les guerres, et ces dépendances commerciales-là souvent ont eu pour conséquence d'éviter les guerres. Est-ce qu'on se frotte pas à un risque différent? Alors moi, j'avoue que j'ai plutôt l'analyse inverse, c'est-à-dire que l'extension de la mondialisation est une extension guerrière, de tout point de vue. À la fois l'extension coloniale qu'il y a eu historiquement, qui est une entreprise de conquête militaire, et à la fois et de conquête et de domination sociale, et à la fois du point de vue plus récent, on va dire, de l'extension du capitalisme néolibéral du monde, qui a entraîné des guerres aussi. Par exemple, on peut citer et c'est assez bien démontré, les guerres en Irak, les guerres en Afghanistan. On peut aussi discuter des facteurs d'autres guerres qui ont eu lieu depuis. Donc je ne disais pas qu'il n'y avait pas de guerre, je disais que les pays riches dont on a la chance de faire partie ne sont pas impactés par ces guerres-là. Ce sont des guerres menées par des professionnels, voire même par des privés. Et on n'est pas, nous, attaqués, hormis par le terrorisme récemment. Mais on n'est pas. Nous, on a le sentiment d'être protégés, et j'ai parfois l'impression que la mondialisation n'y est pas étrangère. C'est difficile parce que on a vraiment ce point de vue de gagnant un peu de la mondialisation. Je dis bien en général parce qu'il y a aussi des perdants même chez nous, de gagnant de la mondialisation, et en fait on n'est pas envoyé au front, mais parce qu'en fait on a une double capacité, une capacité d'avoir la bombe nucléaire, tout simplement. Donc personne ne va nous attaquer au risque de déclencher une annihilation presque générale de l'humanité. Et on a appelé la dissuasion massive, assez justement. Oui, dissuasion massive jusqu'au jour où elle est effective. Ça dissuade quand même. Ça dissuade, oui, jusqu'au jour où elle dissuade parce qu'elle existe.
C'est bien ça, c'est qu'on est dans une forme de Oui, délai et qu'elle a déjà été utilisée. et qu'elle a déjà été utilisée, mais avec des petites bombes par rapport à celles qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'ambition guerrière, déjà les racines guerrières de la mondialisation existent, et ensuite, aujourd'hui encore, la mondialisation est une œuvre qui est assez violente pour de nombreux peuples qui se voient contraints d'être assimilés à une entreprise, comment dire, un formatage occidental de la production qui ne leur correspond pas forcément et qui parfois non seulement augmente les pollutions, augmente le dérèglement climatique et déstabilise les structures sociales des pays qui, entre guillemets, n'avaient rien demandé. Donc, il y a de plusieurs manières, la mondialisation peut être quand même assez néfaste, bien qu'il y ait des gagnants. Ça, c'est clair et net. Il y a des gagnants de la mondialisation. Moi, ce que je pense, c'est que c'est à court terme. Et la collapsologie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de renverser cette image-là et de dire que les perdants de la mondialisation vont aussi être ceux qui, jusqu'à présent, ont pu y gagner. Voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose tout seul dans notre coin? Parce que c'est aussi un des sujets de cette mondialisation, c'est que si nous, alors soit à l'échelle d'un groupe, soit à l'échelle d'un pays comme la France, soit à l'échelle de l'Europe, on décidait de changer de mode de vie, les autres pourraient continuer à vivre comme avant, et du coup, comment on fait pour s'en sortir à l'échelle d'un groupe plus petit que le monde? Pour imposer des choix et continuer à vivre un peu comme avant, parce qu'on a l'impression qu'on est prêt à renoncer à rien. Donc, Ça, c'est vrai que c'est très difficile, surtout que le monde dans lequel on vit est structurant au sens où on a du mal à s'isoler. On ne peut pas prendre une trajectoire différente au risque de se faire manger, tout simplement. Je pense là, par exemple, à une entreprise qui choisirait de faire autrement, elle serait moins compétitive par rapport à des entreprises, par exemple, qui produisent ailleurs et du coup, elle va s'éteindre. Et ça peut se faire aussi à l'échelle d'un État. Un État qui choisit de faire une transition environnementale importante va se faire manger par ses voisins étatiques qui lui diront non, ton modèle ne nous plaît pas parce qu'on n'a plus de marché chez vous, donc on va faire en sorte que vous reveniez en arrière. Est-ce que ça explique le fait qu'on réagisse pas trop, justement, que le statu quo un peu du moment, de l'attentisme du moment de la part de tous les États du monde, peu importe leurs convictions idéologiques réelles, est-ce que c'est expliqué par le fait que tout seul, on se fait bouffer? Il y a un peu de ça. Le premier qui part est celui qui perdra, forcément. Donc il y a un peu de cette pensée-là. Après, il y a aussi une manière de l'envisager qui serait encore plus radicale, c'est de dire on va y aller en premier parce que de toute façon, c'est la bonne chose à faire à terme. Sinon, on va tous entre guillemets y passer. En tout cas, ça va être très difficile pendant une longue période. Alors, on va y aller les premiers et on va se protéger. On va se protéger, ça veut dire par exemple, si on choisit d'augmenter nos réglementations sociales et environnementales en France, on va faire en sorte que les produits qui ne respectent pas ces normes-là, ou bien ne pourraient pas être importés, ou bien si elles sont quand même importés, soient taxés de manière à ne pas être une concurrence déloyale. C'est ce qu'on fait déjà, mais de manière très timorée, on pourrait très bien envisager d'étendre ce système-là de manière quasiment révolutionnaire. Donc, il y a des choses qui existent, mais elles sont impossibles, entre guillemets, dans un monde de libre marché. Est-ce que ça peut se contenter d'être une évolution ou est-ce que c'est forcément une révolution? C'est un peu une discussion assez habituelle. Personne n'a trouvé la réponse. Ce qui est sûr, c'est que l'état dans lequel on va devoir arriver va être un état révolutionnaire au sens où il va être radicalement différent de celui qu'on vit aujourd'hui. Notre société, notre monde va changer. Il va changer ou bien contre nous, c'est-à-dire qu'on ne choisira pas de le faire et on va subir les catastrophes, les ruptures, les guerres et tout ce qu'on veut d'horrible contre notre gré, parce qu'on n'aura pas réussi à le faire à anticiper, ou bien on choisit nous-mêmes de réorganiser la société de manière solidaire, conviviale, en assistant les entreprises, les personnes qui sont les plus vulnérables à ces changements et ces transformations, et en repartant, entre guillemets, sur des bases plus saines. Ça pourrait être ce qu'on appelle chez nous, on va dire, un programme de décroissance conviviale. D'autres parlent de sobriété. On revient toujours à la même chose, c'est-à-dire comment on vit mieux dans notre monde, en gros. Pour formuler ma question différemment sur la notion de révolution, c'est est-ce que vous appelez à le faire par la démocratie, c'est-à-dire par passer par l'étape de convaincre la majorité de personnes d'agir comme ça pour le bien, ou est-ce que vous prônez une méthode plus brusque et vous dites voilà, on n'a pas le temps d'attendre, donc il faut faire une révolution au sens où il faut imposer ça? Je dirais que dans le monde de la collapsologie ou de l'espace effondrisme, on va dire, il y a de tout. Et il y a aussi à la fois des révolutionnaires purs et durs, il y a à la fois des personnes qui sont
on va dire, étatistes, ça veut dire qui pensent que ça va passer par l'État, c'est le changement radical. D'autres qui pensent même que ça va passer par des instances internationales, même si c'est minoritaire. Dans tous les cas, il y a discussion sur ces sujets-là. Et de ce que je sais jusqu'à présent, il n'y a pas en tout cas de courant, on va dire, révolutionnaire au sens prônant la violence. C'est-à-dire prendre les armes ou de ce genre de type-là. C'est purement démocratique. En tout cas, l'Institut Momentum s'inscrit dans ce contexte-là. Ce qu'on a publié récemment, c'est un rapport qui s'appelle Biorégion Paris, enfin Île-de-France 2050. Et on a fait un scénario qui consiste à montrer ce que pourrait être l'Île-de-France en 2050 dans le cadre d'un effondrement que nous pensons probable et comment on peut quand même y vivre de manière conviviale si on arrive à réunir de nombreuses circonstances, enfin de nombreux paramètres. Et l'un des aspects importants de cette situation à Paris, en Île-de-France, c'est que ce sera une démocratie bien plus importante et développée, disons-le, qu'aujourd'hui. Bien plus directe, bien plus centrée sur la concertation, etc. Donc nous, on est plutôt dans un registre de démocratie, de réflexion, de stratégie collective, même si c'est très local. C'est pas gênant, au contraire, c'est localement qu'on peut faire beaucoup de choses, mais on reste dans ce contexte-là, plutôt que ce qu'on dit une dictature verte ou ce genre de choses. Il y a un pays voisin du nôtre, en tout cas du studio dans lequel on se trouve, qui est la Suisse, qui est dans une démocratie extrêmement directe, au sens où il n'y a pas de grands hommes politiques qui prennent les décisions. Enfin, ce serait complètement surréaliste d'imaginer un président qui parle aux Français les yeux dans les yeux comme c'est le cas chez nous. C'est beaucoup plus démocratique. Et c'est aussi à l'échelle de petits groupes, voire de clans, de cantons qui sont très puissants, etc. Est-ce que tu as le sentiment qu'un pays comme la Suisse est plus en avance sur ces sujets-là que nous, ou non, la démocratie ne suffit pas à changer les choses, il faut aussi l'idéologie politique derrière? Oui, je suis d'accord pour dire que la Suisse est un pays qui est démocratiquement plus avancé que le nôtre et que d'ailleurs la plupart des pays du monde. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que la démocratie induit un changement Non. dans votre sens? Ah non, pour nous, c'est pas nécessaire. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a la démocratie qu'on va pouvoir être résilient face à l'avenir que nous prépare notre monde. Pas du tout. Par contre, ça nous semble une condition sine qua non. Ça veut Et dire du coup, que qu'est-ce si qui on manque passe pour pas qu'il y par ait là, le déclic? Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, les choses pourront changer concrètement dans la ligne que vous défendez vous et que tu as expliqué depuis le début de notre entretien? Est-ce que c'est au final du marketing comme un programme politique qu'il faudrait vendre en expliquant aux gens ce qu'ils ont à gagner et aussi ce qu'ils ont à perdre, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? c'est un peu plus compliqué que ça parce que lorsqu'on dit il faut transformer notre situation, etc., parce qu'on risque gros, tant qu'on voit pas, qu'on ressent pas, qu'on n'a pas compris ce qu'est que ce risque-là, on n'a pas tant que ça d'intérêt à changer parce qu'il faut déjà assurer le quotidien. Ça vaut pour les entreprises, ça vaut pour les individus, les particuliers de manière générale. L'intérêt des catastrophes, ou en tout cas l'opportunité que pourraient être ces catastrophes comme la pandémie, c'est de se dire, OK, la catastrophe, elle m'affecte et elle m'affecte très gravement. Et dans ces conditions-là, je ne peux pas repartir de la même manière parce que je n'ai pas envie de revivre cette situation-là ou autre dans l'avenir. Donc, de ce point de vue-là, je ne me rappelle plus très bien de la question. Non, mais moi non plus, c'est pas le sujet. Non, mais si, la question était comment on fait pour que les choses changent et donc pour convaincre les gens, et ton élément de réponse étant qu'une pandémie comme celle qu'on traverse fait prendre conscience qu'on n'est pas si protégé qu'on le croyait et que donc il faut construire quelque chose de plus résilient et que parmi les pistes de cette résilience, il y a celle que vous proposez et que tu as évoquée tout à l'heure. Enfin, j'imagine que c'est ça le raisonnement qui guide aussi votre action. Après, moi je me pose toujours la question de faut-il ouvertement dire on doit renoncer à ça? Est-ce qu'on peut convaincre des gens en leur expliquant qu'il va falloir renoncer à des choses qui font partie de ce qu'ils croient en tout cas être leur confort? Moi, ça m'a convaincu parce qu'on ne m'a pas que dit il va falloir que tu renonces à ça, ça et ça. Par exemple, si on dit bah voilà, il va falloir renoncer à prendre l'avion pour faire des week-ends dans des capitales européennes ou des capitales extra-européennes, parce que maintenant ça coûte que dalle. Donc on prend l'avion, on va là-bas, on passe un bon moment. Souvent, d'ailleurs, on visite pas beaucoup parce qu'on n'a pas le temps, et puis on rentre, etc. Est-ce que finalement ce renoncement-là, pour prendre un week-end, on va dire plus proche de chez soi ou même chez soi, si on a la chance, voilà. Est-ce que ce renoncement-là est un renoncement qui remet en cause notre bien-être, ou notre bonheur, ou notre perspective d'avenir? Moi, je suis pas sûr, surtout que c'est assez récent.
qu'on ait une extension aussi importante, entre guillemets, de notre imaginaire, de notre capacité à voyager aussi rapidement et à se déplacer. De mon point de vue, les renoncements sont largement mineurs et souvent sont superficiels par rapport à l'intérêt de revoir existentiellement notre vie. Toutes les découvertes, toutes les créations qu'on peut imaginer dans le monde réel, c'est-à-dire avec la finitude des ressources, avec le fait qu'on ne doit pas trop consommer d'énergie, pas trop polluer, etc., offre des possibilités extraordinaires et bien plus intéressantes que celles d'être en concurrence face au monde entier et donc face à des dispositifs qui sont parfaitement inégaux. Moi, je trouve ça beaucoup plus beau de se réintéresser à notre environnement, à la nature, à des processus de production qui soient cycliques, circulaires, à une maîtrise de la production, plutôt qu'à une forme de délire expansionniste vers toujours plus, vers un toujours plus. C'est un peu ce que disait Coluche, expliquez-moi ce dont vous avez besoin et je vous expliquerai comment vous en passez. J'en reviens toujours à Coluche dans cette émission qui est notre grand penseur. J'aimerais qu'on accueille dans le débat Jean-Guillaume Dubuis, qu'on a déjà d'ailleurs accueilli dans cette émission, qui lui dirige NASkeeper et qui peut se reconnaître de manière concrète et dans la manière dont un chef d'entreprise peut le faire dans ces différentes définitions de la collapsologie. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Salut, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu as pensé de cet échange ? Est-ce que tu te reconnais dans les définitions de la collapsologie ? Je sais que tu es impliqué dans ces différentes réflexions-là, et comment, à ton échelle, ça t'impacte ? Alors, j'ai bien aimé les échanges. Effectivement, je connais bien Pablo Servigne, j'ai écouté plusieurs de ses confs, etc. En fait, moi, j'ai une approche qui peut ressembler à celle de survivalisme, mais dans le sens où le survivalisme recherche son autonomie. L'autonomie familiale et personnelle. Et en fait, j'essaye de faire le parallèle avec l'entreprise, comment l'entreprise peut être autonome. Si on se base sur les piliers du survivalisme, qui sont en fait les résiliences économiques, hydriques, alimentaires, énergétiques et communication, et aussi médicale et sécurité. C'est ce que disait à l'instant Loïs. Est-ce que c'est une idéologie ou est-ce que c'est un besoin concret que tu ressens d'avoir cette indépendance-là ? Qu'est-ce qui provoque le déclic et l'envie de rentrer dans cette logique ? C'est peut-être historique parce que je suis scout depuis l'âge de 8 ans, donc j'ai vécu dans la nature et finalement j'ai toujours cherché à être autonome et indépendant. Ouais. Alors, notre invité précédent, Loïs, disait qu'une entreprise courait des risques à avoir une logique de collapsologie, et notamment le risque de la concurrence. Est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, par rapport à cette ambition d'indépendance que tu as, est-ce que tu as l'impression que l'entreprise prend un risque par rapport à sa concurrence ? C'est par définition, l'entrepreneuriat, en fait, c'est prendre des risques tous les jours. Donc, effectivement, l'entreprise prend des risques, mais c'est comment finalement l'entreprise peut être résiliente sur ces différents piliers. Hein. Donc, par exemple, on parle de résilience économique. Qu'est-ce qui se passe si je perds mon contrat? Qu'est-ce qui se passe si, comme on le vit actuellement, l'entreprise ne peut plus exercer finalement? Qu'est-ce qui se passe si demain j'ai un tribunal qui me convoque pour un prud'homme? Tout ça, ça rentre dans la résilience. Est-ce que j'ai finalement assez de trésorerie pour tenir ce genre d'épreuve ou pas? En fait, dans la logique de l'entrepreneur, c'est presque de l'analyse des pannes, en fait. C'est d'essayer de prendre un moment pour réfléchir à toutes les pannes, quelles qu'elles soient, à 360 degrés qui pourraient survenir, et de trouver en face une ou plusieurs solutions pour y parer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, en tant que JD, j'ai fait l'énéagramme et je me retrouve dans le type 6. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le type 6, c'est celui qui se pose toujours des questions. Qu'est-ce qui se passe s'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça? Et quelque part, c'est aussi ce qu'on a dans l'informatique, puisque quand on décrit des algorithmes, c'est finalement étudier toutes les possibilités de réponse aux questions. Donc, si j'aborde le côté résilience de l'entreprise, c'est qu'est-ce qui se passe si demain on n'a plus de contrat, on n'a plus d'argent? Qu'est-ce qui se passe si demain on a une panne d'électricité? Est-ce que j'ai un groupe électrogène? Est-ce que j'ai des onduleurs? Qu'est-ce qui se passe si demain j'ai plus Internet?
est-ce que j'ai prévu, ok, j'ai la fibre optique, mais s'il y a un coup de pelleteuse, comme ça se passe souvent, hein, un coup de travaux publics, il y a une pelle qui coupe la fibre, et ben, est-ce que j'ai un routeur 4G, par exemple, qui me permet de prendre le relais, ou est-ce que toutes mes équipes sont dans la panade? Qu'est-ce qui se passe aussi alors là, c'est le côté résilience médicale. Il y a un incident, il y a quelqu'un, je sais pas, tiens, on parle d'un data center, quelqu'un se prend un serveur sur le pied, ça lui sectionne le pied. Comment on réagit? Et ben nous, on a choisi finalement de se former tous les 2 ans. On repasse en fait le PSC1, qui les gestes de premier secours. On a à disposition des garrots tourniquets qui permettent de faire des garrots en attendant éventuellement les secours. On a eu le cas en fait de réseaux qui étaient totalement tombés à travers des tempêtes de neige. Qu'est-ce qui se passe? On est isolé, on ne peut pas se déplacer, il faut qu'on soit autonome. On a par exemple aussi, on va jusque dans nos véhicules d'intervention télécom pourtant, mais on a ce qu'on appelle des trauma kits, c'est des trousses de secours qui comprennent donc des pansements compressifs, tout un tas de choses qui permettent d'intervenir sur nous, mais aussi par exemple en cas d'accident de la route. On peut assister à un accident, hein, par exemple dans les premières secondes, hein, dans les premières minutes qu'on doit intervenir. Le temps d'attendre les secours, des morts peuvent arriver. Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau... Tu disais, pardon, mais le boulot, entre guillemets, d'un entrepreneur, c'est de prendre des risques. Est-ce que finalement, cette démarche collapsologique de parer à toute éventualité d'effondrement, c'est pas l'inverse, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de risque nulle part? Non, moi je pense que c'est d'anticiper pour diminuer l'effet de rupture de la normalité. Mais quelle est la limite? Parce que c'est difficile de faire le choix d'entreprise. Forcément, c'est du temps, forcément, c'est de l'argent et de l'investissement derrière. Est-ce qu'il y a de ta part systématiquement une évaluation des risques, ou est-ce que le principe d'imaginer que tout peut s'effondrer sans qu'on l'ait forcément prévu, c'est d'éliminer la notion de j'évalue ce risque et de dire que s'il a été imaginé, alors il peut se produire? On peut choisir d'éliminer le risque, de le mettre de côté. En informatique, on parle en fait de seul point de rupture. C'est-à-dire quand on single point of failure, pour une fois que je peux parler anglais. Ouais, c'est ça. Je voulais le dire en français, histoire de... Bon. Et là, typiquement, hein, on le sait, on a des serveurs qui sont interconnectés, on a un point de rupture possible. On le sait, mais on a choisi finalement quand même de l'avoir. Parce qu'on s'est dit, tiens, oui, ça peut rompre, mais dans la plupart du temps, non. Voilà. Donc on fait pareil à l'échelle d'une entreprise et de plein d'autres sujets sociétaux ou énergétiques, d'approvisionnement et quelques. En fait, il ne faut pas forcément trouver des solutions à tout, sinon c'est pas possible, mais il faut savoir quelle est sa faiblesse, c'est ça? C'est ça, il faut y penser. J'ai des fournisseurs, est-ce que j'ai un fournisseur pour un produit, ou est-ce que j'ai potentiellement un deuxième fournisseur que je peux activer? Quand tout va bien, après c'est le principe de la loi de Murphy, quand ça commence à déconner, ça déconne jusqu'au bout. Et donc il faut peut-être utiliser les moments où tout va bien pour se rendre encore plus confortable, dans le sens où ben voilà, je vais prendre du temps pour choisir un deuxième fournisseur que j'actionnerai en cas de problème. Ceux qui se fournissent en Chine ont eu ce genre de soucis. Est-ce que finalement il n'y avait pas aussi une chaîne d'approvisionnement différente qui viennent d'Europe, qui viennent d'ailleurs? C'est aussi tout ça. Il faut gérer, c'est prévoir. Hein. Donc l'entreprise, à la tête de l'entreprise, le dirigeant doit prévoir. Et je pense que là, on est pleinement dans la recherche d'autonomie et dans la recherche de pallier à un effondrement de la normalité. Donc ça veut dire avoir calculé qu'il allait se passer. Parce qu'au final, ça veut dire que s'il ne se passe rien, tu y es perdant. Non, parce que si par exemple en tant que personne, j'utilise des panneaux solaires ou des onduleurs, je peux très bien finalement utiliser l'énergie, même quand tout se passe bien. Par exemple, je peux décider d'utiliser l'énergie des panneaux solaires pour chauffer mon chauffe-eau. Et ça, même s'il n'y a pas de rupture de la normalité. En fait, c'est la différence entre le survivaliste et ce qu'on appelle le prepper. En fait, le prepper, c'est celui qui va accumuler tout un tas de choses, qui va acheter 15 000 couteaux, qui va acheter 15 000 je ne sais pas quoi,
Et finalement, il fait que acheter, acheter, acheter. C'est finalement dans de la consommation folle. Tandis que quand on recherche la résilience, si on est par exemple dans le cas de la résilience personnelle, j'ai un potager, et ben si demain je peux toujours continuer à aller acheter mes légumes ailleurs, c'est pas un problème. Si je cultive moi-même, je peux finalement manger le fruit de mes cultures. Donc c'est pas du gâchis. Est-ce que tu penses, toi, que tout va s'effondrer? Ou est-ce que on est dans de la tolérance de panne, mais plus que dans de la conviction que tout va s'effondrer? Je pense que c'est une possibilité. Donc Et du coup, tu penses qu'il y a sans davantage stresser, près ou quand ça s'effondre pour tout le monde? Est-ce que les gens qui ont prévu tout un tas d'idées et de choses peuvent le faire s'ils n'ont pas la masse critique pour que ça fonctionne en autarcie, entre guillemets? Est-ce qu'il faut une masse critique ou est-ce que tout seul, tu peux déjà faire pas mal de choses? bah, tout seul, tu peux déjà faire des choses, mais vivre en autarcie, je pense que c'est pas possible. La base de l'autonomie, elle est locale finalement, elle est au niveau du clan, hein, si on parlait de clan tout à l'heure. Elle est à l'échelle de ma zone industrielle pour une entreprise, à l'échelle de mon village, de mon quartier pour ma résilience personnelle. Si on parle de culture, par exemple, peut-être que je fais des courgettes et des tomates, mais finalement, peut-être que mon voisin, lui, il fait des patates et des poireaux. Donc après, on peut échanger et donc on est résilient localement, donc ensemble. Si on est, par exemple, à l'échelle, quand on parle d'économie circulaire, on a vu que certaines entreprises, finalement, utilisaient la chaleur produite par un data center, tiens, pour chauffer quelque chose qui est ensuite utile à une autre entreprise locale. Donc là, on atteint une certaine autonomie ou alors un début d'autonomie locale. Et une forme de symbiose aussi entre deux personnes qui ont des besoins qui sont complémentaires. Oui, là, tu vois, on le voit bien avec le confinement, c'est que on a besoin des autres. On a besoin de voir les autres, on a besoin finalement d'être en contact et d'être avec les autres. Et donc, pourquoi pas se servir de ça pour continuer et se dire, tiens, je vais aller voir demain mes voisins dans ma zone industrielle et discuter, échanger et voir ce qu'on peut faire ensemble. Peut-être qu'on peut aussi avoir des fournisseurs en commun. Est-ce que Loïs est encore avec nous? J'aurais bien aimé donner la parole à Loïs de l'Institut Momentum, je crois il a dit. J'ai des problèmes de prononciation aujourd'hui. Pour savoir si cette logique-là appliquée à une TPE, PME et la logique que vous défendez aussi, c'est-à-dire de ne pas forcément spéculer sur le fait que tout s'écroule demain, mais simplement réfléchir en permanence à ce qui peut se passer et comment être plus résilient. Est-ce que c'est ça l'idéologie de collapsologie ou est-ce que c'est un peu différent ce que vous défendez? Mais il y a quand même une différence fondamentale qui est celle de l'échelle. C'est-à-dire que nous, notre réflexion se base quand même sur une échelle d'ampleur mondiale à cause de cette mondialisation qui interconnecte énormément de choses et notamment les flux de matière, les flux d'énergie. Une fois que ça s'est dit, ça se décline localement. Et localement, il va falloir du coup que notre résilience face à cette macrostructure mondiale soit performante. Et comme l'a présenté Jean-Guillaume juste avant moi, ça relève précisément de ce genre de mesures qui individuellement, c'est-à-dire entreprise par entreprise ou personne par personne, ne sera pas suffisante. Il va falloir que collectivement, alors ça peut être dans le village, dans la ville, à l'échelle d'un tissu industriel, que cette résilience s'instaure. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est la technique la plus facile pour arriver à petit convaincre, c'est de le faire à l'échelle de Jean-Guillaume et de plein d'entreprises qui essayent de faire ça et qui petit à petit parviennent à convaincre. On l'a vu aussi dans l'agriculture avec le développement des AMAP par exemple, c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'on a vu des modèles émerger et qui effectivement ne s'imposent pas comme étant le modèle de la majorité en un an, mais peuvent petit à petit convaincre et même des fois de manière assez rapide. Est-ce que ça vous paraît de ça la voie d'imposer votre nouvelle manière de penser ou est-ce qu'il faut quelque chose de beaucoup plus violent? Pour moi, cette manière-là de fonctionner, c'est la mise en pratique d'une pensée, entre guillemets, de la vulnérabilité de notre société. Donc, ça répond très bien et ça répond pratiquement dans la vie courante des gens à cette problématique-là. Après, la difficulté, c'est d'atteindre un effet de seuil, un point critique où, en cas, on va dire, d'un phénomène catastrophique mondial,
le territoire s'en sort. Et ce ne sera pas avec une entreprise ou une maison en permaculture qu'on va s'en sortir, ce sera avec une densité suffisamment importante qu'on ne connaît pas, mais qu'il va falloir mettre en place. Donc en gros, ne pas le faire, c'est très dangereux, et le faire, c'est important, c'est indispensable, et il faut le faire suffisamment. Mais est-ce que finalement on n'essaye pas juste de protéger par cette optique de résilience, juste de se surprotéger sur ce qui pourrait nous arriver pour que justement ça ne s'écroule pas? Est-ce qu'il faut que ça s'écroule pour reconstruire différemment, ou est-ce qu'il faut tout faire pour se protéger pour que ça continue à ne pas s'écrouler? Ben là, ce que tu poses comme question, en fait, c'est la question de la résilience. Il y a deux grandes acceptations de la résilience. Il y a la résilience, on va dire, plus écologique, donc du domaine de l'écologie, de la biodiversité, etc., qui dit que c'est la capacité d'un système à se remettre d'un choc. Donc on a un système qui est en place, il y a une catastrophe, il y a un choc externe dessus, il prend cher. Et puis après, il se remet en place. Il réémerge, un peu différemment ou pas, mais il continue, il se perpétue. La deuxième acceptation de la résilience, qui est plutôt la nôtre, à Momentum, c'est de se dire qu'il faut être résilient en tant que personne humaine, douée de sentiments, de sensations, de souffrances aussi, qu'il faut minimiser. Et cette résilience-là, elle n'est pas sur le monde tel qu'il est aujourd'hui. On considère que le monde tel qu'il est aujourd'hui ne doit pas continuer à essayer, en tout cas, d'être de plus en plus résilient, parce que ça voudrait dire qu'on va repousser la prochaine crise pour s'en taper une encore plus grave 3 ans après. Parce que là, on se rend bien compte finalement à l'échelle de ce qui se passe aujourd'hui que ceux qui sont résilients, c'est parfois aussi les plus grands groupes. Je prends l'exemple tout bête d'Amazon, qui a été interdit d'exercer l'activité pour ses salariés dans les conditions dans lesquelles ils le proposaient. Bon, bah, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'envoyer un mail à tous leurs clients en disant « Grâce à notre réseau résilient mondial, nous allons pouvoir maintenir l'approvisionnement. » Donc finalement, ce que fait Jean-Guillaume à son échelle, les grands groupes le font. On dit qu'elles sont too big to fail parce qu'au final, c'est tellement puissant qu'il y a toujours une solution qui sera trouvée et ils vont jamais se casser la gueule. Oui et non. Alors Amazon a la chance de bénéficier de la crise, mais c'est une des rares. Hein. La plupart des grands groupes sont quand même en grande difficulté, mais ils ont quand même normalement une gestion des risques qui est un peu plus importante. Ils ont plus de trésorerie, ils ont plus de disponibilité, et aussi ils ont, entre guillemets, effectivement, comme tu l'as dit, en dernier recours, l'aide de l'État. Le problème, c'est que si toutes les grandes entreprises s'effondrent en même temps et sont plus capables de payer, l'État, il n'a pas non plus une planche à billets infinie. À un moment donné, la population va plus avoir confiance dans l'argent et on va tourner vers une grande inflation qui est elle-même un phénomène catastrophique. Donc, même si Amazon tire son parti là, les autres grandes entreprises ne sont pas tout aussi bien, au contraire. Certaines s'en sortent. On a vu par exemple que l'assurance Crédit Mutuel CIC a décidé d'assurer ces entreprises qui ont souscrit un contrat de perte de chiffre d'affaires. Et ça montre que certaines entreprises ont quand même des reins assez solides. Après, l'exposition à cette crise-là va les mettre en difficulté d'une certaine manière et les rendre plus fragiles aux prochaines crises. Et de toute manière, il y a des énormes entreprises qui sont vraiment en difficulté. Je pense par exemple aux grands pétroliers qui, dû à la crise, voient le prix du pétrole s'effondrer et qui, du coup, vendent à perte. Et ça c'est une grande question. Ça veut dire ils ont plutôt les reins solides aussi, les pétroliers et les pays qui portent ces pétroliers-là. Et c'est pas 2 mois de crise, même 2 mois de vente à perte qui va les faire couler. Il y aura toujours un besoin à un moment donné. Hein. Sauf si entre-temps on a trouvé une solution miracle, mais il semble que la dépendance au pétrole n'est pas prête de se tarir. En tout cas pas aujourd'hui, et d'autant plus que si le pétrole est pas cher, ça risque d'être compliqué de mettre en place une solution alternative, non ? Oui, mais le pétrole est pas cher à très court terme. Le problème, c'est que ces entreprises sont, je pense par exemple, à 1/3 de la production mondiale aujourd'hui est un pétrole qui provient des États-Unis environ, et qui est un pétrole qui coûte très très cher à produire parce que c'est un pétrole non conventionnel où il doit faire de la fracturation hydraulique, etc. Ce pétrole-là fonctionne grâce à un endettement incroyable des entreprises qui le portent, et 2 mois d'arrêt d'activité ou des prix dérisoires qui parfois passent même dans le négatif, c'est-à-dire qu'on a même cherché à vendre du pétrole en donnant de l'argent parce qu'il n'y a plus de place de stockage effectivement et qu'il n'y a plus de production et de consommation. Et que ça coûte très cher d'arrêter les puits, si j'ai bien compris, c'est aussi un des Exactement. Exactement. Et puis après, on ne peut pas les rouvrir comme ça. On fait face quand même à des contraintes physiques. L'extraction pétrolière est une extraction qui fonctionne avec des contraintes physiques importantes. Et donc, dans ces conditions-là, des entreprises vont faire faillite. Ou si elles ne font pas faillite, ce sera au prix des individus, de la société dans laquelle elles s'inscrivent, qui vont payer pour elles, comme on l'a vu en 2008 avec des grandes banques. Et au final, en 2008, il y a une grande banque qui a fait faillite, c'est Lehman, et puis les autres, non. Et elles ont été soutenues sous
les États disent on soutiendra coûte que coûte. Et finalement, elles mettent leur banque centrale en jeu. Et dans un pays où finalement on peut plus faire confiance ni aux entreprises ni aux États, bah on fait confiance à défaut aux banques centrales. Et il y a bien toujours quelqu'un qui sauve le système finalement. Par quoi, d'après vous, va venir l'effondrement si à chaque fois il y a toujours en général la banque centrale à qui on fait confiance? Au premier sens que je disais tout à l'heure, effectivement, la résilience de notre système est importante. C'est-à-dire qu'effectivement, après chaque crise, on arrive à repartir plus ou moins bien. Il faut quand même dire que depuis 2008, on est quasiment en récession. L'Europe a des grandes difficultés, on fait face à une crise de la dette, etc. Donc on n'en est pas sorti indemne de cette crise de 2008. Et ajouté à celle-ci, j'ose pas imaginer dans quel état va être l'Europe dans 5 ans. Une fois que ça s'est dit, c'est vrai que la Banque centrale peut encore assurer en dernier recours jusqu'à ce que les gens n'aient plus confiance dans la monnaie. Parce que la Banque centrale émet de l'argent gratuit, mais dans une quantité si importante qu'un jour, les gens vont dire bah, « Ok, bah, 1 euro, ça vaut plus rien parce que de toute façon, les euros, ils tombent du ciel sans qu'il y ait de production derrière. Et donc, ça ne reflète pas l'activité économique. » Donc, on a un risque même au niveau de la Banque centrale. C'est-à-dire que le système peut faillir. On l'a vu par exemple dans d'autres crises historiquement. Je pense par exemple aux années 30 en Allemagne, où l'inflation a été si importante que pour acheter du pain, on devait y aller avec sa brouette et avoir des millions C'est la fameuse image de l'inflation des livres d'histoire, mais enfin on sait qu'en tout cas la Banque Centrale Européenne a pour interdiction de faire de l'inflation et n'en fait pas. Et dans un monde qui va être en tout cas en absence de croissance, il est quand même peu probable qu'il y ait de l'inflation. Au final, les grandes puissances, mine de rien, arrivent assez bien à sauver le système, basé peut-être sur rien, mais au final, j'ai le sentiment qu'à chaque fois que c'est à 2 doigts de se péter la gueule, on trouve un truc pour sauver le système. Alors j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui pourrait être le déclencheur d'une explosion totale du système qui nous obligerait à le recommencer de zéro. Je pense que quand même ton sentiment est vachement lié à une perspective, comment dire. Le fait qu'on n'ait pas vécu la crise ne veut pas dire qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'existera pas. L'Union européenne et la Banque centrale européenne, ça a 20 ans. 20, 30 ans, c'est d'où on part. C'est assez court. Et on a eu la chance en Europe, entre guillemets, de ne pas avoir eu de grandes catastrophes depuis de ce départ. Là, c'est la deuxième avec la crise de 2008. C'est pas du tout sûr qu'on s'en tire encore aussi facilement. C'est possible qu'on tombe dans une inflation si les euros tombent en mode hélicoptère et que les gens ont envie de monter leur prix parce que de toute façon, ils voient que la société est perfusée de nouvel argent. Et si cette augmentation des prix n'est pas contrôlée, on peut arriver à une super inflation telle qu'on l'a vu dans les livres d'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est déjà les livres d'histoire, c'était ce qu'ont vécu nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, donc c'est pas si vieux que ça. Et ensuite, mais c'est une histoire qui n'est pas comparable justement parce qu'il y avait l'Allemagne qui était isolée et donc qui pouvait du coup avoir ça. On a l'impression aujourd'hui que finalement, comme tout le monde est dans la merde, c'est pas vraiment la merde parce que les États-Unis sont très endettés, le Japon est très endetté, la Chine l'est aussi. Enfin, en gros, toutes les grandes puissances sont extrêmement endettées. Alors du coup, bah, c'est comme si ça n'existait pas au final parce qu'il y a très peu de pays dont on peut supporter la vulnérabilité. Puis quand il y en a un qui est vraiment dans une situation compliquée comme c'était le cas avec la Grèce, on fait en sorte de mettre de la solidarité dedans, on reconstruit un produit financier et on le sauve. Oui, faut voir si les Grecs pensent qu'ils ont été sauvés ou pas. Moi, je suis pas convaincu non plus qu'ils ont été sauvés. En tout cas, je veux dire, ils n'ont pas reconstruit un modèle économique différent. Ils avaient la possibilité, eux, d'être... C'est peut-être le pays, dans nos pays proches, qui était le plus proche de cette collapsologie que vous défendez, qui aurait pu dire, voilà, on arrête tout, on vous annonce qu'on remboursera pas et on repart de zéro. Et ils le font pas. C'est ce qui a failli se passer, effectivement. Ils auraient pu... hypothétiquement, ils auraient pu le faire. D'ailleurs... Le Premier ministre était en opposition là-dessus avec son ministre des Finances. Finalement, le choix a été fait face à la pression de l'Union européenne de ne pas le faire, de ne pas déposer de bilan et de rester dans l'euro. Donc, entre guillemets, d'accepter toutes les contraintes et de ne pas repartir plus ou moins à zéro. C'est un choix qui a été fait. C'est pas du tout sûr que ce sera reproduit. Ouais. C'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça arrivera tout le temps. Aujourd'hui, avec cette crise-là, on va faire face à des faillites d'entreprises et probablement d'États qui vont reprendre en grande partie ou en partie les dettes des entreprises et des particuliers, au point où il va falloir décider qu'est-ce qu'on annule comme dette, pour qui, qu'est-ce que ça signifie, qui va perdre, et comment on répartit entre guillemets les dégâts, parce qu'il y aura une question de répartir les dégâts qui va se poser.